et bienvenue. On aurait préféré vous rencontrer évidemment dans notre bel amphi, dans notre beau bâtiment, mais comme vous le savez, c'est pas possible. Donc on va se contenter d'échanger virtuellement. Alors c'est vrai que virtuellement les interactions sont plus difficiles, mais vraiment, il faut que vous posiez vos questions parce que on peut faire un petit discours normatif pour présenter le sujet, mais évidemment vous avez des préoccupations particulières et donc c'est vraiment dans l'échange qu'il y a de la valeur ajoutée. Donc, on va vous présenter succinctement. Alors, c'est un vaste sujet, hein. On est à la fois sur les stages, les débouchés, l'insertion professionnelle. Donc, on n'a pas la prétention d'épuiser la question en moins d'une heure. On va vous présenter l'essentiel et on compte sur vos questions pour vraiment répondre à vos interrogations. Donc, le terrain, on va commencer par là. On va se succéder avec mon collègue Ludovic Andrès. Mais le terrain, c'est un parti pris extrêmement important à l'ISTOM. On affiche un projet de formation d'ingénieur de terrain. C'est sur le terrain qu'on apprend à communiquer, qu'on se confronte à la complexité du monde, qu'on confronte aussi ce qu'on a appris à l'école avec la réalité du terrain et qu'on apprend à être un médiateur entre la science et la société. Parce que notre projet, c'est pas simplement de former des bons ingénieurs qui soient des bons scientifiques, mais c'est des ingénieurs qui puissent apporter des réponses à la demande sociale, à la demande du monde de l'agriculture et des besoins environnementaux. Et ça, c'est sur le terrain que ça s'apprend, donc c'est irremplaçable. Et quand vous sortez de l'ISTOM, au final, vous avez quasiment 1 an et demi d'expérience professionnelle quand on cumule toutes les expériences de stage. Il y en a chaque année, elles sont obligatoires chaque année. Et donc à la fin, ça fait quand même un gros volume. Et bien sûr, c'est le tremplin vers la vie professionnelle parce que c'est là qu'on acquiert l'expérience pour convaincre ensuite un employeur. Donc chaque année est différente, on va vous les présenter, ça commence petitement et puis au fur et à mesure des années, on a de plus en plus de responsabilités jusqu'au fameux stage de fin d'études. Alors dès la première année, il y a un terrain obligatoire, ça se passe en groupe, les étudiants se constituent en petits groupes de 3 ou 4 et doivent rechercher un opérateur de solidarité internationale ou de développement local. Ça peut se faire à l'étranger, bien sûr, puisque nous, on est une école qui forme au sud. Donc, nos terrains, quand on parle des terrains, ce sont d'abord les terrains des suds. On pourra y revenir si vous avez des questions là-dessus. Mais pour la première année, ça peut aussi se faire en France, parce que d'abord, nos ingénieurs, avec leur diplôme, peuvent travailler en France, et puis aussi parce que les thèmes qui sont les nôtres, la biodiversité, le développement durable, la lutte contre le changement climatique, ce sont des thèmes qui malheureusement ne sont pas limités aux pays du Sud. J'ai oublié la biodiversité, bien sûr, on peut lutter pour le maintien de la biodiversité en bas de chez soi, pas besoin de partir à 10 000 km. Donc sur cette première mission qui dure un petit mois, les étudiants apprennent à... En fait, l'idée, c'est qu'ils participent au projet de la structure dans laquelle ils sont. Donc, il y a vraiment un terrain où on se salit les mains. Ça, c'est très important pour nous. Mais en même temps, il faut qu'ils adoptent un recul critique sur la structure qui les a accueillis. Et la soutenance porte surtout là-dessus. On essaye de commencer à dégrossir les pépites. Les étudiants, pour nous, c'est des pépites, mais qu'il faut un petit peu façonner parce qu'ils arrivent avec l'envie de sauver le monde, mais évidemment, il y a des difficultés, il y a des choses à apprendre. C'est un métier de devenir ingénieur en agrodéveloppement. Et donc, cette première mission, elle a pour objectif de penser la structure d'accueil. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils travaillent? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est efficient? Est-ce que c'est durable? Quel est leur impact? Voilà. Ça, c'est la première rencontre avec le terrain. Et je ne l'ai pas dit, mais c'est évident, tous les terrains sont accompagnés avec du tutorat et sont évalués ensuite par un exercice à leur retour. La plupart du temps, c'est un écrit et un oral, bien sûr. Je passe la parole à Ludovic, qui va vous présenter le terrain de la seconde année. Bonjour à tous, content de vous retrouver en ce samedi ensoleillé, en tout cas sur le territoire angevin. Donc voilà, moi je vais vous présenter en fait le stage en deuxième année, qui est un stage en exploitation agricole. Et donc en fait c'est un petit peu, comme mon cher collègue et néanmoins ami Gérald Lissial a dit, c'est un petit peu une montée en puissance, chaque année vous allez le voir. Et donc en fait vous allez 2 temps de terrain, un premier temps en octobre-novembre où vous allez aller dans une exploitation agricole
agricole. Vous allez participer à la vie de l'exploitation agricole qui fait autant de l'élevage que de l'agriculture. Donc on appelle ça polyculture, polyélevage. Cette exploitation, elle se trouve autant en France, en Europe ou à l'international. On a des exemples qui sont divers. Et c'est pour bien comprendre comment fonctionne, parce qu'en tant qu'ingénieur, vous allez peut-être devoir devenir des futurs managers ou des futurs cadres. Mais il faut toujours comprendre comment ça marche, et c'est un petit peu aussi, de nouveau, un petit peu mettre les mains dans le cambouis. Donc vous participez à l'activité d'une exploitation agricole, vous essayez de comprendre les problèmes qui sont au sein et la complexité de ces exploitations agricoles, comment est-ce qu'ils en vivent, mais aussi après un petit point et un aspect sur, on est une école d'agrodéveloppement, donc sur l'agronomie, vous allez essayer de comprendre un petit peu pourquoi on met tel type de culture, quelles sont les contraintes vis-à-vis de cette culture, si vous, par exemple, vous contribuez aux activités liées à de la production de lait, vous allez essayer de comprendre aussi comment est-ce qu'on produit, quelles sont les contraintes, et vous allez essayer de faire des forces de proposition. Alors il y a une première phase d'observation en octobre-novembre qui dure 2 semaines, et puis vous avez 1 mois à la fin de votre 2e année où vous allez continuer ce stage, soit dans la même exploitation, soit dans une autre, ça dépend. Et là vous allez vraiment essayer de approfondir ça, et c'est généralement au mois de juillet, donc ça c'est une période un peu intense pour les agriculteurs, et c'est vraiment un moyen de comprendre de l'agronomie à la base, entre guillemets, et d'être au plus proche des acteurs du monde agricole. Voilà, je laisse la parole pour le stage 3, parce que je pense qu'il y a les questions qui commencent à défiler, et donc on va au fur et à mesure les répondre. Donc le stage 3A, 3e année, c'est le stage en entreprise. Vas-y Gérald. Oui, on a vu la question de Baptiste, donc on la garde pour la fin, a priori, puisqu'on s'organise comme ça. Donc le stage de 3e année, donc on est une école en 5 ans, vous l'avez compris, le stage de 3e année, il dure beaucoup plus longtemps que les autres. C'est une grosse expérience de 5 mois d'un coup sur l'été. Au sud. Donc là, c'est un stage en entreprise obligatoire, mais on entend entreprise au sens large. Ça peut être un syndicat, une coopérative, un bureau d'études. Et donc là, je voudrais attirer votre attention sur deux éléments. C'est qu'évidemment, c'est déjà très professionnalisant. Pendant 5 mois, on a le temps de comprendre la complexité de la situation. On a le temps de se voir confier une mission d'envergure. Ça, c'est très important parce qu'ensuite, sur le CV, on aura un beau stage dès la 3e année avec une vraie mission qui sera valorisable professionnellement. Mais le second élément, c'est que 5 mois, c'est déjà une expérience humaine considérable. Donc, nos étudiants partent dans des milieux qui sont assez différents des nôtres, ça c'est une évidence. Évidemment, quand on passe sur ces terrains-là en tourisme, en loisir, c'est intéressant, mais c'est pas du tout la même expérience que de s'installer quelque part, de travailler là où on s'est installé, et à la fin, c'est déjà plus les mêmes. Et en sachant que cette expérience va se reproduire dans le cursus plusieurs fois, nous, ce qu'on pense, c'est que le terrain, au sud, même si on travaille ensuite en France, en Europe, le fait d'avoir fait des terrains comme ça, ça fait qu'on n'est pas le même ingénieur que si on ne les avait pas fait. Donc, sur ce stage, il y a évidemment une diversité de sujets. Je pense qu'on pourra les retrouver quand on parlera des débouchés, des insertions, mais c'est la première grosse expérience de 5 mois. Pour ne pas perdre trop de temps, je repasse tout de suite la parole à Ludovic sur quelque chose qui est l'épine dorsale de notre cursus, c'est l'expérience de terrain de la 4e année. Alors un peu marathon, mais n'hésitez pas s'il y a des incompréhensions de communiquer et de poser des questions plus amples sur ces stages. Et donc effectivement, en 4e année, c'est un autre type d'exercice. Donc on balaye un petit peu, et à travers aussi un petit peu ces stages, vous allez voir qu'on balaye aussi les potentiels débouchés. Et en fait, là, on travaille beaucoup, c'est une constitution d'un groupe qui s'appelle Mission Jeune Expert. Alors qu'est-ce que ça veut dire Mission Jeune Expert ? En fait, Mission Jeune Expert, c'est une sorte de jeu de rôle où vous allez jouer le rôle d'un bureau d'expertise et vous allez pendant la 4e, mais ça débute déjà en 3e, apprendre à communiquer, apprendre à vous manager en tant que groupe. Il faut faire du management quand on est un ingénieur et quand on va devenir un futur cadre. Et puis vous allez surtout chercher un commanditaire. C'est quelqu'un qui commandite une étude en tant que bureau d'expertise.
Alors bien entendu, vous êtes accompagné. Donc cette commanditaire, cette recherche de commanditaire commence par une transaction. Qu'est-ce que ça veut dire? Toujours vous voulez avoir une étude qui est la plus belle et qui correspond au plus à vos valeurs et à ce que vous cherchez en termes de thématique en tant que groupe de 8 à 10 étudiants. Mais quand on a quelqu'un face à soi, il faut transactionner. L'objet de votre rêve n'est jamais ce que vous obtenez réellement en négociation. Donc c'est une sorte de négociation. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase après, c'est de bien créer une méthodologie appuyée par les enseignants-chercheurs de l'ISTOM qui vous amène sur une phase de terrain de 2 mois dans différents pays. Et je vais tout de suite passer à des exemples parce que c'est plus illustratif. Par exemple, cette année, on a des étudiants qui vont aller étudier la filière vanille en Guadeloupe en vue d'essayer de faire une certification, où on a des étudiants qui vont étudier au Congo-Brazzaville la séquestration du carbone et l'occupation des sols le long d'une route de 1000 km. Et je terminerai par un autre exemple, comme ça illustre bien la diversité du type d'expertise qu'on peut avoir et que vous construisez en groupe avec l'école. C'est à Madagascar, ils vont essayer de voir l'impact de l'élevage d'un point de vue de la durabilité des exploitations agricoles. Donc c'est un petit peu l'intégration élevage-agriculture qui est toujours importante dans ces modèles d'agriculture qui sont présents à Madagascar. Et puis je vais passer la parole maintenant pour la dernière phase de stage en 5e. Oui. Classiquement, on arrive en 5e année. Donc, quand on arrive en 5e année, vous voyez, on a déjà quand même un sacré bagage à l'âge qu'ils ont d'expérience professionnelle. Et donc, la 5e année, c'est un semestre d'approfondissement et un semestre de stage. Ça, c'est classique dans toutes les écoles d'ingénieurs. Donc là, on est sur un stage encore plus long que celui de 3e année, encore plus long que l'expertise dont vient de vous parler Monsieur Andrès. Il dure à peu près 6 mois. Et c'est à relier au domaine d'approfondissement qu'on a suivi, parce que bien évidemment, les étudiants, sous notre supervision, recherchent des cohérences entre leur domaine d'approfondissement et le terrain de leur stage. C'est cette cohérence qui va être très importante en termes déjà de réussite de leur mission. C'est-à-dire que s'ils font un stage qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'ils ont fait précédemment, évidemment, c'est les mettre dans une position délicate et c'est ça qui va leur assurer l'employabilité. Donc, il y a un travail passionnant à faire au sein des domaines d'approfondissement, de recherche d'une mission qui va être la mission couronnée par une soutenance, un oral, un mémoire de fin d'études, un mémoire d'ingénieur qui sera soutenu au retour de stage en octobre ou en novembre, avant la remise des diplômes. Voilà un petit peu le principe. Donc, ces stages peuvent se faire dans tous les types de structures. On peut retourner en entreprise, on peut les faire en ONG, on peut les faire en association, on peut les faire au sein d'une grosse exploitation agricole. Et on peut les faire où on veut, bien sûr, dans les pays qui sont nos champs d'action. Voilà. Alors, je vais peut-être me permettre de répondre à la question d'Abel et puis on switchera sur celle de Baptiste. Je te laisserai la parole, Gérald. Donc, Abel, c'est une très très bonne question. Les coûts sont liés au stage. La totalité du voyage et du logement est-elle à la charge des parents? Figure-toi que non. En grande majorité, ce n'est pas le cas. Alors, il faut savoir qu'en stage 3A, généralement, il y a des indemnités qui sont négociées. On vous accompagne à négocier ces indemnités. Généralement, pour nos stages 5A, c'est les structures d'accueil qui effectivement financent. Et pour les missions jeunes experts, ça peut aller de 50 à 100% qui est financé par le commanditaire que vous aurez. Et il y a une partie où on vous apprend à récolter des financements, donc à faire des appels. Et donc, on vous apprend aussi à répondre à ça parce qu'en tant qu'ingénieur, vous devrez aussi peut-être répondre à des appels à projets ou des appels à financement. Et donc, ça vous permet là-dessus. Alors, il y a d'autres activités, mais qui sont un petit peu moins rémunératrices pour les MJE. Je prends cet exemple-là aussi pour les missions jeunes experts en 4e année, qui sont de la vente de produits issus des pays du Sud, des repas qui renforcent un petit peu la cohésion et le collectif de l'ISTOM qui est très très fort. Et donc, non, généralement, ce n'est pas à la charge des parents, même si, effectivement, parfois, pour la M10, il y a des choix de certains étudiants de vouloir aller dans des pays et les partenaires affichent clairement ce qu'ils peuvent financer ou ce qu'ils ne peuvent pas financer. Et donc ça, après, on manage et on discute avec vous. Voilà. Merci Ludovic. Oui, il y a 2 questions. Donc, je vais d'abord répondre à la plus courte. Anonymous
Alors, vous me demandez quand est-ce que les étudiants choisissent leur spécialité entre guillemets. Vous avez raison de mettre entre guillemets parce que c'est pas à proprement parler une spécialité. À l'ISTOM, on a un seul titre d'ingénieur sans spécialité. Et donc, on parle de domaine d'approfondissement. Donc, ils choisissent leur domaine d'approfondissement quand ils sont en milieu de 4e année, avant la 5e année, dans une offre qui est à peu près, actuellement, on propose 24, je crois, domaines d'approfondissement différents. Alors, on en fait 3 à l'ISTOM et évidemment, les autres se font avec nos partenaires qui sont les écoles d'agriculture, d'agronomie, privées ou publiques, du paysage national. Et il y en a quelques-uns aussi à l'étranger. Voilà, donc ça fait un beau choix et surtout à l'intérieur de ces domaines d'approfondissement, on est sur du niveau M2, c'est pas quelque chose de rétréci. C'est-à-dire que quel que soit le domaine d'approfondissement que vous prenez, vous avez forcément, c'est large, voilà. Il y a des questions territoriales, il y a des questions sociales, il y a des questions économiques, il y a des questions techniques, technologiques. Alors ils sont plus ou moins étroits les uns en fonction des autres, mais c'est pas un entonnoir. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, il y avait la question de Baptiste quand même qu'on peut prendre, qui était tout en haut, qu'il ne faudrait pas faire patienter. Les types d'entreprises, en fait, on n'a pas un type, on a un spectre large. Quand on fait les enquêtes d'insertion tous les ans, on s'aperçoit que les entreprises qui recrutent nos étudiants, alors on a des grosses boîtes, entre guillemets, pardonnez-moi l'expression, on a des PME aussi, on a des entreprises de taille moyenne. Le seul élément qui ressort nettement en termes de type d'entreprise, c'est les entreprises liées à ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. On a un nombre d'étudiants qui travaillent dans ces structures qui est considérable. Je peux vous donner le chiffre, je l'avais préparé, mais alors il ne faudrait pas que je flotte. Le temps que tu trouves, je peux donner quelques exemples, comme ça nous permet de rebondir. Donc, par exemple, on a aussi des étudiants qui aussi créent leur propre entreprise. Donc, on a des anciens étudiants, par exemple, qui ont lancé leur entreprise en Colombie. Vous pouvez le revoir sur le site de l'ISTOM, ils font de l'huile essentielle. Donc, ça, c'est aussi des auto-entrepreneurs, comme on dit. On a des entreprises de production, des entreprises de transformation, donc des étudiants qui travaillent sur de la transformation de jus, par exemple, au Cameroun. On a aussi beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des organisations comme des ONG ou des projets de développement et des étudiants qui travaillent dans des bureaux d'expertise environnementale à travers le monde. Et aussi un petit peu d'étudiants qui travaillent dans des collectivités, par exemple, qui travaillent dans la chambre d'agriculture en Guadeloupe ou en Martinique, mais aussi au sein d'autres institutions, comme il y en a qui font ce choix aussi, la Banque mondiale, par exemple, en Afrique, diverses. Donc ça, c'est le profil que vous créez au sein de l'ISTOM à travers tous vos stages, qui font que vous orientez. Donc tu vois que les métiers peuvent être très divers et multiples. Je te laisse terminer pour... Oui, j'ai les chiffres, en fait. Voilà. Dans les dernières enquêtes métiers, quand on regarde simplement les premiers emplois, il y en a 49% qui sont dans une structure qui est liée à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un chiffre considérable. Et il y en a 28%, mais alors ça peut être les mêmes, des premiers emplois qui sont liés à la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Quant au type de structure, voilà, c'est entreprise, bureau d'études majoritaire, 52%, ça c'est normal, les ingénieurs deviennent des cadres d'entreprise, mais on a aussi 24% dans des syndicats professionnels, des associations, des ONG, 20% dans des établissements consulaires, parapublics, publics, et un tout petit volant de 2-3%. En première année, il augmente après, bien sûr, dans les organisations internationales, comme le disait M. Andrès. Voilà pour le... Alors, il n'y a pas... Ouais, alors tu peux peut-être rebondir à la question de Elodie. Quel taux d'employabilité à la sortie et pour quel salaire? Salaire, en tant qu'économiste, je veux bien y répondre. Mais peut-être le taux d'employabilité pour rebondir, et puis on passera peut-être au stage, son titre soit J, ça je pourrais y répondre aussi. Ouais, donc le taux d'employabilité, il est bon. On a un taux de chômage qui est très 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 faible, qui est en dessous du taux de chômage affiché par les enquêtes de l'IESF. Il faut que vous regardiez ça. L'IESF, c'est la structure qui fait des enquêtes sur l'insertion professionnelle de tous les ingénieurs, de tous les secteurs. Et donc ça permet de se situer à la fois par rapport aux ingénieurs,
et par rapport aux ingénieurs de notre secteur, qui est le secteur agricole. Il faut le dire, hein, le secteur agricole chez les ingénieurs, c'est le secteur qui paye le moins, on n'est pas dans l'aéronautique, on n'est pas dans l'informatique, on n'est pas dans ces secteurs-là. Donc la dernière série d'enquêtes d'insertion, elle confirme le bon niveau d'employabilité des étudiants. On a la moitié des premiers emplois qui ont été trouvés en 2 mois ou moins. On a 63% des emplois qui l'ont été en moins de 4 mois. Voilà. On avait des résultats encore meilleurs il y a 2 ans, où on avait 76% d'emplois qui avaient été trouvés en 2 mois ou moins. Voilà. Et quand on regarde le niveau d'employabilité, il est bon. On a 3%, on a 1% qui sont en recherche d'emploi après une reprise d'études sur les ingénieurs qui sont sortis il y a 4 ou 5 ans, vous voyez, c'est pas beaucoup. Et on a 3% qui sont en recherche d'emploi après un premier emploi. Voilà, donc ils ont trouvé un premier emploi et au moment où on a fait l'enquête, ils étaient en train de chercher un second emploi. Donc c'est important, évidemment, vous avez raison de poser la question. Nous, notre souci, c'est que le nombre d'ingénieurs diplômés il soit en adéquation avec le niveau de l'offre d'emploi. C'est pour ça qu'on n'augmente pas nos promotions. Et ce résultat, voilà, si vous le comparez à la moyenne pointée par l'IESF dans ses enquêtes de 2019, il indique qu'on s'en sort bien, puisque le taux de chômage des ingénieurs qui avaient déjà travaillé, il était supérieur à 6%. Voilà. Donc, vous voyez, les ingénieurs trouvent du travail, sauf un petit volant. Et nous, on est largement en dessous de ce petit volant. Donc, on a des chiffres évidemment plus précis, parce que ça, c'est quelque chose qu'on suit de très, très près. Voilà, mais nous, on déclare des chiffres d'insertion des jeunes diplômés qui sont satisfaisants. Évidemment, ça ne nous exonère pas de continuer sans cesse les efforts dans ce sens. Alors, pour terminer, Elodie, hein, pour les salaires, c'est très variable. Donc on peut parler en salaire brut, en salaire net. Bon, ça, tu verras dans les cours d'économie que tu auras avec moi en première et deuxième année, on en parlera plus amplement. Mais donc ça va de 1600 à 2200 en net, hein, bien entendu, pour ton premier emploi. Maintenant, c'est très dépendant de la structure dans laquelle tu vas travailler. Hein, donc ça, et dans quel pays tu vas travailler. Si tu es engagé par une boîte française, tu seras aux normes du barème français. Si tu es engagé par, il y a des étudiants qui travaillent avec des boîtes plus locales, entre guillemets, donc par exemple une étudiante qui travaille dans le café et la production de café est équitable au Vietnam, mais c'est une rémunération vietnamienne, même si effectivement après dans les pays du Sud, tu peux avoir des rémunérations qui sont plutôt liées à un accompagnement dans le logement, t'accompagner pour te payer tes frais alimentaires en plus de ton salaire si ton salaire est plus réduit. Voilà, j'espère qu'on a répondu à ta question. Vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, Gérald, vas-y. Être un petit peu, donner des éléments complémentaires. Donc les contrats locaux dont M. Andrés parle, c'est 8% à peu près au maximum, ça dépend des promotions, hein, seulement des situations salariales. On a un salaire moyen au bout de la première année qui est entre 38 et 39 kilo-euros annuels. Et il augmente un petit peu, mais pas énormément, parce qu'on est dans des secteurs qui ne sont pas parmi les plus rémunérateurs. On se situe pas mal par rapport aux autres écoles d'ingénieurs de notre secteur, et comme tout le monde, et ça il faut le dire, nos salaires sont inégaux en fonction du fait qu'on est un homme ou qu'on est une femme. Les écarts sont très forts. Ils sont conformes en fait à la structure de l'écart qu'on retrouve partout en France, en Europe, dans le monde. Et donc là, on subit quelque chose évidemment qui nous dépasse. Et il y a un autre élément, c'est que nos étudiants travaillent souvent, vous l'avez vu, dans l'économie sociale et solidaire, qui sont des structures qui payent un petit peu moins, voilà, que les autres structures. Donc, quand on met tout ça bout à bout, on ne peut pas dire que les ingénieurs de l'ISTOM sont les ingénieurs les mieux payés, mais ils commencent leur carrière sur des niveaux de salaire qui nous semblent convenables. Voilà.
Alors, moi, je vais rebondir sur les stages. Donc, comment les stages sont choisis? Ben, écoute, en fait, dès la première, tu vas avoir c'est un grand point à l'ISTOM aussi, une insertion, enfin, l'insertion professionnelle qui t'accompagne. Et donc, si tu veux, ces stages-là sont choisis par ces discussions au sein de l'insertion professionnelle, par les discussions que tu as avec les enseignants-chercheurs. Encore hier, j'avais une discussion avec un étudiant qui cherchait un stage et on a discuté un peu des sujets qui l'intéressaient, pourquoi ça l'intéressait, ainsi de suite. Et donc, on les oriente aussi. Et puis, c'est en fonction aussi de toi, comment tu te construis. On essaye de faire un accompagnement individualisé d'un point de vue professionnel, ce qui permet aussi de mieux cibler tes sujets d'intérêt. Donc, il y a des étudiants qui vont dans la production, il y a des étudiants qui vont dans la transformation, pour les stages, en tout cas en entreprise. Pour les stages en deuxième année en exploitation agricole, il y a une règle, c'est qu'on essaye que ça soit loin de chez vous, entre guillemets, donc il faut qu'il y ait une distance de plus de 100 km, si je me souviens. 200 km de chez toi, donc de ton domicile, et ça doit être en polyculture, polyélevage, comme je l'ai expliqué. Pour l'émission Jeunes Experts, ça c'est le groupe qui choisit, accompagné des référents. Donc des enseignants qui les accompagnent. Donc ça, c'est une discussion collective de choisir ce type de stage. Et puis le mémoire de fin d'études, ça c'est en fonction de ta spécialisation que tu vas choisir qui te permet de faire cela. Donc tu vois qu'il y a autant une construction personnelle professionnelle qu'une structure d'accompagnement à l'école qui te permet de mûrir ton projet au fur et à mesure des années. Ça me permet de rebondir et puis je laisserai Gérald compléter sur ces deux questions, sur la question de Mélanie. Bonjour déjà Mélanie. Donc, comment se passe l'organisation du stage de troisième année? Est-ce qu'une démarche personnelle ou très accompagnée par l'école? Tu vois, là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit à Anonymous. C'est justement que tu vas être accompagné par l'école et en même temps, tu vas mûrir ton projet. Donc, c'est une démarche qui est effectivement personnelle parce que c'est professionnalisant que tu essayes d'envoyer tes CV, de prendre contact, ainsi de suite. On a quand même un réseau d'anciens qui est assez important et donc ça te permet aussi de communiquer avec eux éventuellement à travers le monde pour faire la démarche de trouver des stages. Alors, les pays à éviter, dans tous les stages, de toute façon, on contrôle effectivement un paramètre et puis maintenant deux paramètres. Le premier, c'est la sécurité. Donc, effectivement, on ne vous permet pas d'aller dans des zones rouges. On ne va pas vous envoyer, par exemple, dans une zone de conflit au Yémen, même si tu veux faire dans l'urgence, ce serait très pertinent. Mais en tout cas, c'est des pays cibles que dans l'accompagnement, on évite, on discute avec vous, ainsi de suite. On a par exemple une étudiante qui veut aller en Mauritanie. Et donc, ces normes de sécurité, elles sont classées par vert, jaune, orange et rouge. Et donc, les zones rouges sont à éviter. Les zones oranges, c'est une discussion. Ça dépend de l'accompagnement et de ton accord, etc. que tu as. Et puis, il y a les zones jaunes et vertes où on peut aller. Donc, ça, c'est un petit peu ça. Mais c'est nous qui t'aidons et qui te guidons dans cette partie-là. Alors, si je revois ta question, parce que je ne pense pas que j'ai répondu à tout. Ouais, peut-être. Je peux prendre le relais parce qu'il y avait une question plus haut qu'il ne faut pas oublier. Est-ce qu'il faut être prêt pour une vie professionnelle à l'étranger? Ça, on n'a pas répondu, c'est important. Donc non, pas nécessairement. C'est vrai que c'est la vocation de l'école, de former au sud, mais l'école délivre un titre d'ingénieur qui est un passeport qui permet de trouver du travail partout, en France notamment. Et on a un volant d'étudiants significatif qui fait le choix de travailler en France. Donc là-dessus, vous travaillez où vous voulez en fait. Mais par contre, il faut être prêt à partir en stage au sud. Là, si vous n'êtes pas prêt à partir en stage au sud, on n'est pas à la bonne école. On va pas pouvoir s'entendre et donc il vaut mieux ne pas venir parce que sinon ça va être une déconvenue pour tout le monde. Voilà. Ludovic, tu voulais... Alors, comment les stages sont choisis? Je pense que tu as répondu. Sur quoi se base l'acceptation ou le refus du stage? Alors, y a-t-il des critères d'aisance de langue? Non. Alors, il y a la ligne rouge de la sécurité. Là, vous n'avez pas le droit de partir en zone rouge. Donc là, il y a un refus, c'est mécanique, on ne vous permet pas de partir là. Ensuite, il y a des critères d'acceptation et de refus par rapport à l'intérêt de la mission. Est-ce qu'en stage de fin d'études, la mission qu'on vous confie, c'est une mission d'ingénieur? Si ce n'est pas une mission d'ingénieur, on refuse le stage. Est-ce que vous avez les moyens, avec l'enseignement que vous avez suivi, de faire le stage qui vous est proposé? Si vous n'en avez pas les moyens,
on discute avec vous. En général, ce n'est pas un refus, c'est une discussion au terme de laquelle l'étudiant il comprend qu'il n'a pas du tout intérêt à faire un stage pour lequel il n'est pas préparé. Mais ensuite, au niveau linguistique, non, vous êtes bien préparé à parler anglais. On a un niveau de langue qui est bon à l'école, on est une école internationale, donc à partir du moment où vous parlez anglais, vous pouvez faire un stage partout, sauf des cas très particuliers où on ne parle pas anglais, mais non, il n'y a pas de critère d'aisance de langue, même si vous parlez en Amérique latine, et ben normalement, vous avez fait de l'espagnol à l'école et vous êtes censé pouvoir vous débrouiller et on considère que le stage sera un tremplin pour progresser, donc on ne vous interdit pas de partir en Bolivie si votre niveau d'espagnol est moyen. Ouais, ça me permet de juste compléter si je peux. Oui, et donc aussi l'immersion, hein, ça c'est important. Je veux dire, moi je l'ai vécu d'un point de vue personnel aussi, où mon anglais n'était pas un anglais exceptionnel. J'ai été dans un projet au Laos et j'ai dû apprendre sur le terrain et sur le tas avec ce que j'avais comme connaissance aussi. C'est la même chose si tu fais un projet en Amérique du Sud, tu auras des bases en espagnol, mais l'immersion, hein, et je pense que ça on vous l'a répété assez au lycée, au collège, donc vous le savez très bien, c'est aussi un des moyens de maîtriser une langue, donc ça fait partie aussi un petit peu du jeu et du choix des terrains pour lesquels tu optes. Alors, pour le type de profil scolaire en terminale, ça, je pense que ça va être répondu dans d'autres réunions, mais je peux quand même te répondre, hein, Juliette, et je te remercie pour ta question. Alors, il est sûr qu'on doit avoir un profil scientifique. Hein, voilà, dès la première, hein, c'est une prépa intégrée, donc tu vas avoir des maths, de la physique, de la chimie. Donc ça, en soi, il va falloir que tu maîtrises quand même à minima ça, sinon tu vas avoir des difficultés. Toutefois, on a des étudiants hein, qui viennent de profil ES, même si moi, éventuellement, je pense que Gérald me complétera parce que je maîtrise moins, venant de Belgique, je ne maîtrise moins le système scolaire, le système scolaire français, mais on a des gens qui ont fait ES. Ludovic, on en a un de temps en temps sur... Voilà, sur des profils très, très particuliers, mais non, si vous êtes dans ce cas-là, il faut vous adresser à nous. Mais c'est vrai qu'on recrute des bacs scientifiques, certains bacs donc de la filière STAV, bon, il y en a 3. Là, c'est des demandes particulières. On peut vous prendre. Ça va dépendre du type de bac STA que vous avez fait. Ça va dépendre de votre niveau, ça va dépendre de votre motivation. Mais c'est vrai qu'on recrute très majoritairement, une majorité écrasante des profils scientifiques. Toutefois, tu as raison, Ludovic, on est ouvert. Ça nous est déjà arrivé de prendre des bacs ES et d'ailleurs qui ont réussi de façon très brillante leur scolarité chez nous. Donc, il y a une ouverture, tout à fait. Mais ça, c'était dans l'ancien système. Hein. Il y a eu la réforme du bac depuis. Donc, oui. Voilà. La réforme cette année. Donc, Juliette, n'hésite pas à poser cette question à notre responsable des admissions. Je vais te donner son contact afin de lui poser vraiment la question si ton profil pourrait correspondre à l'école, à l'ISTOM, à savoir qu'il est disponible toute la journée pour des rendez-vous privés de 30 minutes et je te donnerai également le lien si tu veux prendre un rendez-vous privé individuel. Oui, ça va dépendre de la paire que vous avez prise et effectivement, il faut que dans cette paire, il y ait des enseignements qui soient scientifiques. Mais là, c'est une question particulière, il vaut mieux effectivement vous renvoyer vers la personne adéquate. Voilà. Alors, n'hésitez pas, hein, s'il y a encore des questions, c'est le moment, c'est l'instant. Moi, je vais juste rajouter un petit truc par rapport au stage. Hein. Donc, on a évoqué le réseau des anciens, mais c'est assez intéressant aussi peut-être d'évoquer la solidarité et l'entraide et le collectif des étudiants au sein de l'ISTOM. C'est-à-dire que tu ne dois pas le voir comme quelque chose de tout seul, tu vas chercher ton stage. C'est assez intéressant à observer, mais on a quand même pas mal d'étudiants qui s'entraident aussi en disant tiens, j'ai tel contact, je l'ai eu, finalement, moi, c'est pas un stage qui me conviendra, est-ce que tu es intéressé? Ça se déroule aussi tout au long des années. On a des bases de données aussi avec les entreprises qui ont travaillé déjà avec des stagiaires qu'on peut remobiliser. Donc, tu vois, il y a toute une série d'outils là-dessus. Alors, Anonymous, hein, merci pour toutes tes questions, c'est très intéressant, comme ça, c'est interactif. Je vais peut-être commencer, et puis Gérald, tu pourras compléter. Si on veut travailler dans la préservation de la faune et de l'environnement, est-ce que l'ISTOM peut nous permettre de travailler dans ce domaine? Exactement, tout à fait. L'environnement, oui, l'environnement complètement. L'environnement complètement, on est complètement dans nos champs.
La faune, c'est plus compliqué. L'ISTOM n'est pas la voie royale. Hein, ça existe. Hein, on a des étudiants qui travaillent sur les questions de faune, mais on est sur un tout petit volant. On peut pas vous dire que c'est un secteur d'emploi qui est identifié chez nous comme principal. Voilà. Donc, mais l'environnement, alors là, à 100%. Ludovic, je t'ai coupé. Non, non, pas de souci, tu me complètes parfaitement. C'était mieux dit que ce que j'aurais pu le dire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc l'environnement, hein, tu en auras de toute façon de la première jusqu'à la cinquième. Il y a des domaines d'approfondissement en cinquième année. Je t'invite d'ailleurs à regarder sur la plaquette le domaine tram, qui est un petit peu ça, qui est celui qui structure un petit peu ça, même si tu mûriras ton choix. Hein. Moi, quand j'ai fait une école d'ingénieur, ben, en première, c'est pas la même chose que ce que j'ai choisi en cinquième. Et c'est normal, on évolue et c'est tant mieux. Alors pour Juliette, de nouveau, je pense que Monsieur Perrault va répondre à ta question. Donc je vais plutôt rebondir et puis peut-être on reviendra à celle de Juliette si on a encore un petit peu de temps, comme on est sur les stages et les débouchés. Alors qu'en est-il des stages et du Covid? Mais tu poses vraiment les bonnes questions, effectivement. Alors on a dû s'adapter. Hein, pour le Covid, c'est sûr qu'on s'est adapté et un ingénieur, ça doit faire force de flexibilité et d'adaptation. Donc, on utilise souvent le terme très à la mode hein, actuellement, la résilience, hein, la capacité à résister à des chocs, et ben c'est ça, le Covid, c'est un choc. Et donc on s'est adapté l'année dernière surtout. Cette année, il y a quand même une régularisation des choses. Donc il y a des pays effectivement en fonction de l'évolution de la situation, et ça c'est le deuxième paramètre qu'on suit maintenant. Hein. Donc avant on suivait fort la sécurité, donc les zones rouges comme on l'a évoqué. Ben maintenant on suit aussi le Covid. On fait des cellules de suivi au sein de l'école pour vérifier un petit peu comment ça va, qu'est-ce qu'on peut faire pour y aller, ainsi de suite. Actuellement, on a quand même, par exemple, de tête, on a 80% des stages en cinquième année qui sont trouvés et on a permis exceptionnellement, en période de Covid, de pouvoir en faire certains en France, mais malgré tout, le désir des étudiants d'aller à l'étranger est maintenu et ça se ressent dans les stages qu'on a en mémoire. Et donc, on a quand même encore des étudiants, par exemple, ici, 3 étudiants dans 20 jours vont partir en Géorgie pour étudier la filière d'aquaculture, donc la production de poissons en étang ou en bassin. Et donc tu vois que ça reste très ouvert. Maintenant on suit la situation effectivement plus amplement par rapport à ça. Peut-être qu'on peut parler des secteurs quand même, les principaux secteurs d'emploi pour les définir clairement, parce que ça fait partie du thème de la réunion. Donc on a des secteurs qui sont bien identifiés. On forme au secteur de la production agricole, hein, ça c'est bien évident. On est une école qui forme au métier de l'agriculture et de l'environnement. Donc ça c'est un gros secteur. Environnement, donc aménagement, c'est le second. Donc c'est les 2 gros secteurs, production agricole. Alors production agricole, c'est un mot valise parce que derrière il y a les grandes cultures, il y a la pêche, l'aquaculture, il y a l'horticulture, il y a la forêt. Donc c'est pour ça qu'il est très très gros et après il faudrait distinguer plus finement. Mais on forme aussi au métier de l'agroalimentaire, de la technologie alimentaire. Donc c'est tous les métiers de la transformation de ce qui est produit. Et bien sûr, on forme aussi au métier de ce qu'on appelle l'ingénierie du développement, les institutions du développement. Comment est-ce qu'on peut imaginer que tel territoire, tel terroir, en fait, telle filière se développe au bénéfice de l'agriculture familiale, des acteurs de l'agriculture et du territoire. Voilà. Et on a un tout petit secteur pour lequel on forme, qui est celui des agrofournitures, tout ce qui permet aux agriculteurs d'exercer en fait leur métier, semences, etc. Et là, c'est simplement 4-5% des étudiants qui travaillent dans ce secteur. Voilà. Donc là, ça vous donne une idée un peu plus structurée de la destination professionnelle de nos étudiants. Je me permets juste de rebondir encore par rapport à la question des stages et du Covid. Hein. Donc on a précisé qu'exceptionnellement on a mis des stages en France pour que justement les étudiants arrivent à faire leurs stages, mais avec un intérêt important et un point important, c'est-à-dire que ces stages, s'ils sont réalisés en France ou en Europe, doivent être réplicables par rapport à la méthode, par rapport au sujet, dans les pays du Sud. Donc tu vois, c'est toujours une logique de pouvoir aussi avoir cette vision à l'international, même si je maintiens, ici par exemple dans les 4e année, en mission jeune expert, on a 12 groupes d'étudiants et il n'y en a qu'un qui va le faire en France. Il y en a 11 qui vont partir dans différents pays. Je peux les citer, mais j'en ai déjà cité certains. Il y a Jordanie, Madagascar, Congo-Brazzaville, Sénégal.
Guadeloupe, Guyane, donc c'est tous ces pays là-dessus. Alors Anonymous, est-ce que vous avez des parrainages des étudiants? Ben ça rejoint un petit peu le collectif, hein. Je pense que tu peux prendre rendez-vous avec Monsieur Perrault parce que ce sera vraiment intéressant de poser toutes ces questions-là. Et donc là-dessus, on a bien, si tu veux, le collectif est très fort, hein. Les étudiants, c'est vraiment une grande famille, comme on dit à l'ISTOM, et donc il y a des systèmes de soutien, effectivement, d'étudiants qui s'entraident entre eux en fonction des affinités, mais aussi en fonction des matières, et qui discutent beaucoup entre eux. Le cadre de l'école, et je vous invite à faire la visite virtuelle de l'école, vous allez voir qu'il y a beaucoup de box, des box, hein, donc c'est des petits endroits où on peut travailler ensemble, et on retrouve beaucoup, même en soirée, c'est assez intéressant. On observe beaucoup d'étudiants qui travaillent ensemble. Pour continuer dans la lignée de tes questions, hein, les étudiants sont-ils en distanciel en ce moment? Je vais laisser après Monsieur Licia, enfin Gérald, compléter. Ils sont en distanciel en ce moment. Ben, en fait, figure-toi qu'il y a une grande partie quand même, on doit respecter les normes du ministère, hein, comme toute école, mais on a quand même un retour de 20%, donc une jauge de 20%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 1 ou 2 promos, si tu veux, par jour, qui est soit dans le bâtiment, principalement pour des travaux pratiques ou des travaux dirigés, donc c'est des groupes plus restreints, 25-50. On essaye d'aller vers ça dans de la pédagogie, hein, et de moins avoir de cours magistraux, même si on en a maintenu. Les cours magistraux, on a même eu la chance de pouvoir avoir le Palais des Congrès où on a les promotions qui retrouvent ça. Donc on est plutôt dans un système actuel de mixte, si tu veux, de distanciel et de présentiel, qui permet effectivement d'avoir un retour, pas à la normale, mais un retour des étudiants au sein du bâtiment. Et c'est assez intéressant parce qu'avant Covid, on pouvait les voir traîner les pieds pour venir à l'école dans le bâtiment, et à l'heure actuelle, c'est tout l'inverse. Les étudiants se réjouissent de revenir dans le bâtiment, donc c'est assez intéressant à observer. Voilà, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Gérald. Non, juste le fait qu'en fait, c'est les normes de notre ministère de tutelle qui nous permettent, si on respecte des jauges, à la fois de l'effectif total du bâtiment potentiellement et des jauges au sein des salles où il y a les étudiants, on peut les accueillir effectivement. Donc on a maximisé ces ouvertures qui nous étaient rendues possibles par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, qui est notre ministère de tutelle. Voilà. Alors du coup, on a eu un feu brûlant de questions. Ah non, il y en a encore une autre. Non, c'était sur le distanciel. Je ne sais pas si on n'aurait pas oublié quelques questions dans le fil. Je crois qu'il y avait Mélanie à un moment qui disait comment se passe la recherche de logement pour les stages? Est-elle accompagnée par l'entreprise? Oui, oui, bien sûr. Si, le cas général, c'est que comme vous partez loin, vous avez toujours la structure qui vous propose un logement. On va dire que c'est 99% des cas. Voilà. Et quand c'est pas le cas, c'est un clignotant orange. Ça veut dire qu'il faut regarder de très très près quelle est cette structure qui veut vous prendre et en même temps qui vous dit débrouillez-vous pour vous loger. Voilà. Donc non, en règle générale, le logement sur le lieu de stage n'est jamais un problème. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, puisque sinon nous terminerons la conférence. Si vous souhaitez continuer à discuter avec Ludovic et les générales, ça peut se passer par mail. Je vais vous donner dans ce cas-là leur petit contact. On attend quelques secondes s'il y a d'autres questions. C'est le moment. Voilà, alors si vous voulez plus amplement, hein, pour terminer aussi, je vous renvoie vers le site internet où on a des entretiens avec des anciens qui illustrent un petit peu potentiellement ce que vous pourriez voir, des étudiants et aussi des exemples. Voilà, et par mail, on pourrait vous donner plus amplement des exemples de stages qui sont réalisés ou de missions jeunes experts, mais je pense qu'on a brossé un petit peu le sujet. Vous voyez que c'est très large, hein, c'est autant Pacifique, Asie, Afrique, Amérique du Sud, que vous allez avoir 16 mois de stage au total, ce qui est quand même par rapport à d'autres structures
d'autres structures d'ingénieurs en agronomie très très importants, chaque année en plus, donc ça c'est des temps forts aussi, et ça vous permet vraiment de pouvoir savoir. Moi j'avais pas ça dans mon école, pourtant j'étais orienté en agronomie tropicale, et ça m'aurait permis, je pense, avec un peu de recul, de savoir si c'est réellement ça que je veux faire ou pas, et donc c'est une expérience de vie avant même de vouloir savoir si on veut aller y travailler à temps plein. Donc c'est vraiment très pertinent, plus toutes les expériences effectivement dans des contextes très différents que vous allez vivre, et ça je pense que c'est très épanouissant. En tout cas je vous remercie pour vos questions, s'il y en a plus. Je me suis fait un plaisir et je me suis régalé d'y répondre et aussi de communiquer avec mon cher collègue et néanmoins ami Gérald Licia, et je remercie aussi Madame Amy Hubert d'avoir bien managé et bien régulé cette discussion. Au plaisir en tout cas de potentiellement vous revoir à l'ISTOM l'année prochaine. Oui, et puis écrivez-nous, qu'on prenne rendez-vous pour s'appeler ou pour se faire une visio, parce que c'est vraiment dans l'échange individuel qu'on peut, voilà, qu'on peut vous fournir des vraies réponses. Merci à tous les participants.